écoutez, c'est formidable, on est à Golfe-Juan, donc on ne peut pas faire mieux pour faire justement une petite vue rapide de Murat et Napoléon au destin croisé, puisque c'est exactement dans la région que va se sceller définitivement le sort de cette amitié très importante pour l'histoire de France, qui a été l'amitié entre Napoléon Bonaparte et Joachim Murat, qui est une amitié qui va se transformer en histoire de famille, puisque vous le savez, Joachim va épouser la sœur de Napoléon, et qui après va terminer en tragédie grecque. On parlera même de trahison, ça va être absolument abominable. Donc il y a quelque chose de très hollywoodien, de très grec, comme je vous le disais, dans cette amitié entre Joachim et Napoléon. Et le point important, c'est que ça va vraiment être la relation au sein de l'histoire impériale qui va être la plus intrinsèquement mêlée au succès de l'Empire en général. L'Empire doit tout à Napoléon, évidemment, mais dans son entourage, il n'y avait pas d'Empire sans Talleyrand, il n'y avait pas d'Empire sans Fouché, il n'y avait pas d'Empire sans énormément de personnages, que ce soit Cambacérès, que ce soit Roderer, que ce soit Chaptal, et vous allez voir que c'est un petit peu la thèse de cette conférence, c'est que l'amitié entre Napoléon et Murat est intrinsèque à l'existence même de l'Empire, et que si elle avait pu durer, si elle avait pu se maintenir, écoutez, on n'accueillerait pas l'empereur à Golfe-Juan, on irait le saluer à l'Élysée ou au Louvre, mais d'abord, quelle était l'exacte nature de la relation entre Napoléon Bonaparte et Joachim Murat? On a de la chance, on a retrouvé un document, c'est assez exceptionnel, donc je vous le passe aujourd'hui, c'est une exclusivité pour Golfe-Juan. Puisqu'on est en période électorale, je voulais donner ce coup de main au maire qui est remarquable, qui fait un travail exceptionnel. Et donc là, on a ce document historique. On sait quelle était l'exacte nature de la relation entre Murat et Napoléon. Alors ça a été retrouvé évidemment à Washington, c'est un document américain, donc on est ravis de savoir qu'ils s'entendaient effectivement très bien. Donc on a la preuve, il n'y a aucun problème. Alors en fait, l'histoire entre Joachim Murat et Napoléon Bonaparte, je ne sais pas si vous vous rappelez cette série Amicalement Vôtre avec Tony Curtis et Roger Moore, il y a beaucoup de ça, puisqu'ils ont tous les deux une jeunesse assez différente en fait, puisque Napoléon, lui, était d'une famille de faible extraction, mais aristocrate. Murat, lui, pas du tout. Donc Napoléon est passé par les écoles militaires, Murat, lui, est passé par le collège et ensuite le séminaire. Il n'y avait absolument aucune raison qu'ils se rencontrent, mais absolument aucune. Et ils ont connu comme ça des chemins tout à fait parallèles et distants jusqu'au 13 Vendémiaire 1795. Donc le 13 Vendémiaire 1795, c'est en octobre 1795, vous allez avoir une émeute royaliste qui va avoir lieu à Paris et qui va réellement mettre en danger la République. C'est-à-dire que là, pour le coup, la République, si jamais l'émeute avait abouti, il y a de grandes chances que la Révolution s'arrête là, c'est terminé, et qu'il y ait une restauration de Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Donc ce 13 Vendémiaire, tous les deux vont se rencontrer. Napoléon est à la tête, en gros, de la sécurité de Paris, c'est l'équivalent du gouverneur militaire de Paris à l'époque. Murat, lui, est un jeune capitaine, il est dans les parages, et Napoléon a besoin de canons pour faire taire cette révolte, parce que Napoléon est artilleur, il se sert extrêmement bien de canons, et donc il a besoin qu'on aille lui chercher les canons sur la plaine des Sablons, et donc là il y a le grand Murat, le centaure Murat, qui ne se sont jamais vus, et qui veut dire je m'en occupe, et il va chercher les canons à la plaine des Sablons, il sabre des opposants royalistes à ce moment-là, place au Sablon, alors c'est l'actuel métro Sablon de la ligne 1 du métro parisien, il ramène les canons, et là Napoléon Bonaparte va pouvoir mitrailler les émeutiers royalistes. Ça fait plusieurs centaines de morts à la mitraille. C'est comme à l'époque, si vous voulez, c'était pas rigolo, le maintien de l'ordre. Et donc leur amitié se scelle à ce moment-là, elle se scelle dans une situation très spéciale quand même, puisqu'on est en situation de guerre civile, et donc ils vont tirer sur les Français, ils vont tirer sur les royalistes,
qui ne sont pas républicains. Et là, ça va permettre à Napoléon, et c'est la... Alors, il aurait peut-être réussi sans les canons de Murat, ou quelqu'un aurait pu ramener les canons à la place de Murat. Donc là, Murat joue un rôle plutôt de hasard et de chance, pas un rôle vital. Il aurait pu être remplacé sur cette opération, mais néanmoins, ça permet effectivement à Napoléon de devenir le sabre qui protège la République. Donc à partir de ce moment-là, il est le sabre protecteur de la République. Alors qu'est-ce que ça va donner pour Napoléon Bonaparte? Ça va donner évidemment l'arrivée vers la campagne d'Italie. Donc là, derrière, on va envoyer Napoléon Bonaparte en Italie. Vous connaissez cette aventure absolument extraordinaire. Murat est immédiatement intégré dans l'état-major de Napoléon, puisque au moment du 13 Vendémiaire, Murat tombe sous le magnétisme total, l'emprise intellectuelle et humaine d'un Napoléon Bonaparte qui est absolument écrasante. Je crois que tous les témoins de l'époque le disent. Toute personne qui a été en présence de l'empereur est tout simplement entre en religion. On entre en religion impériale immédiatement. C'est exactement ce qui arrive à Murat. Il entre en religion bonapartiste à ce moment-là. Quant à Bonaparte face à Murat, il se dit, mais là, voilà, j'ai un homme d'action qui a cette intelligence extraordinaire du moment, de l'instant, et qui a, enfin, Napoléon disait de Murat, ça n'est pas un homme, c'est un torrent, absolument rien ne peut l'arrêter. Et donc, il va s'associer Murat directement pour la campagne d'Italie. Alors, la campagne d'Italie, Murat va faire plein de choses avec Napoléon. Il est je vous le disais, dans son état-major, mais il va immédiatement sabrer de l'Autrichien à très haute dose à Roveredo, à Bassano, un peu partout. Il est en charge déjà de la cavalerie, Murat, à ce moment-là. Il va être à Dego, à Mondovì. Alors il va faire Rivoli, il va faire la bataille de Rivoli. C'est plutôt Masséna qu'on associe à la bataille de Rivoli, ça c'est. Et Murat lui fait la bataille de Rivoli à pied, comme fantassin. Il est très polyvalent, Murat. Hein. Il n'est pas que cavalier quand il s'agit de passer à l'action. Il aurait été parachutiste, par exemple, ça c'est une certitude. Donc il est formidable en tout point. Il va être fait général de brigade en juin 1796 parce que Napoléon va lui demander de lui rendre un service. C'est de ramener les drapeaux. Les drapeaux pris à l'ennemi, il faut les ramener. Et il demande à Murat de les ramener au directoire. À l'époque, c'est le directoire qui est à la tête de l'État. Et Murat ramène les drapeaux et Napoléon lui demande en plus, c'est là qu'on mesure bien l'amitié qu'il y a entre Napoléon et Murat. Napoléon va demander à Murat, s'il te plaît, essaie de convaincre Joséphine de venir me retrouver. Parce qu'à cette époque-là, ça ne va pas être vrai très longtemps, mais à cette époque-là, Napoléon Bonaparte est très amoureux de Joséphine. Donc il veut absolument que Joséphine revienne. Et donc il va confier à Murat, ce qui est complètement contre-intuitif. Puisque si moi j'avais un ami qui ressemblait de près ou de loin à Brad Pitt, je ne lui demanderais pas de ramener ma femme. Voilà. C'est pas la meilleure idée que j'aurais. Bon, c'est exactement ce qu'il fait. Donc il va demander à Brad Pitt de ramener sa femme. Et c'est vous dire la confiance et l'amitié qu'il avait en Murat. Alors Murat va évidemment ramener les drapeaux, il est fait général de brigade par le directoire à ce moment-là, et il ne pourra pas ramener Joséphine. Et là, petite rumeur va commencer à circuler, le très beau Murat et la bouillonnante Joséphine, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire? Cette rumeur va circuler pendant tout l'Empire. Comme toutes les rumeurs, vous savez. Hein. On vit dans un monde de rumeurs. Regardez ce qu'on raconte sur le couple présidentiel aujourd'hui. On raconte tout et n'importe quoi. Donc là, ça commence comme ça. On commence à dire que Murat et Joséphine avaient une aventure. Mon intime conviction, c'est que c'est absolument exclu, totalement impossible, puisque ni l'un ni l'autre n'étaient assez stupides pour prendre un risque pareil, alors qu'ils avaient et l'un et l'autre la capacité de satisfaire leur sens ailleurs assez facilement. Donc pourquoi s'embêter avec ça? Alors pendant la campagne d'Italie, Murat va rencontrer Caroline, la sœur de Napoléon, la très belle Caroline. Caroline a 15 ans à ce moment-là, Murat en a 30. Il est significativement plus âgé qu'elle. Caroline va tomber folle, amoureuse de Murat. Murat, lui, va évidemment la remarquer, mais enfin bon, chose à faire, puis elle a 15 ans. Et ça va se passer comme ça, voilà, elle repart. Après la campagne d'Italie, on va enchaîner sur la campagne d'Égypte. Vous savez que c'est Talleyrand qui va pousser Napoléon Ier à partir en Égypte, le futur Napoléon Ier à partir en Égypte. Donc là, vous connaissez l'histoire. Napoléon, dans une opération militaire et logistique absolument hors du commun et sans aucun équivalent, à ma connaissance dans l'histoire, va traverser une mer entièrement sous la main de l'ennemi, puisque la Méditerranée est entièrement sous contrôle britannique. Et Napoléon Bonaparte et ses 200 navires vont traverser la totalité de la Méditerranée. Au passage, puisqu'ils ont une grosse matinée à tuer, ils vont attaquer l'île de Malte et ils vont saisir Malte. C'est quand même absolument incroyable. Et ils finiront par arriver en Égypte sans être embêtés par les Anglais. Donc c'est magistral comme coup. Ça a été préparé pendant de longues semaines et de longs mois dans le secret le plus total. Et la flotte ne part pas toute du Golfe Géant, c'est-à-dire qu'elle ne part pas toute d'un seul et même port. La flotte est répartie sur des ports dans toute la Méditerranée. Donc vous en avez des bouts qui partent de Toulon, d'autres qui partent
d'Italie, puisqu'à ce moment-là, le nord d'Italie est sous tutelle française. Donc, en termes d'organisation, alors qu'il n'y a pas le satellite, hein, on est d'accord, vous n'avez pas Netflix, vous n'avez pas, pardon, Starlink, vous n'avez pas le satellite, vous n'avez pas le Wi-Fi, vous n'avez rien du tout. Ils arrivent à organiser, à travers la Méditerranée, un convoi gigantesque, 40 000 hommes, sur bateau, en passant à travers la Méditerranée, qui à nouveau est une mer qui est aux mains de l'ennemi, qui est aux mains complètement quadrillée par les Anglais. C'est magistral. Et effectivement, ils s'arrêtent à Malte. Ils vont s'arrêter à Malte, parce que ça, c'est le génie de Napoléon. Napoléon est c'est un génie total. Et il sait d'avance ce qu'il va faire quand il sera en Égypte. En Égypte, il va placarder des annonces partout, en disant Égyptiens, votre empereur est là, je suis l'empereur des... Enfin, votre général est là, je suis le général des Arabes, comme le général des Français, mais il faut les placarder en arabe. Et pour pouvoir le placarder en arabe, parce que ça sert à rien de le placarder en français, en anglais, en turc, en quoi que ce soit, les gars, ils parlent l'arabe. Donc pour le placarder en arabe, il faut une imprimerie arabe. Or, il n'y a que 2 imprimeries arabes, que 2 presses arabes en Europe. Il y en a une en Hollande, c'est un peu loin, et il y en a une à Malte. C'est pour ça que Napoléon Bonaparte s'arrête à Malte. Et c'est ce qui va mettre fin, accessoirement, à l'esclavage à Malte, mais aussi à l'ordre de Malte à ce moment-là. Donc l'ordre de Malte, à cause d'une imprimerie, a démonté, à repeindre. Il va se recréer, bien sûr, après. Donc c'est vous dire l'incroyable vision de Napoléon. Donc bon, bref, ils arrivent tous à côté d'Alexandrie dans une ville qui s'appelle Aboukir, ils plantent la flotte là, et ils commencent à lancer le grand projet de l'invasion de l'Égypte pour embêter les Anglais, et malheureusement l'amiral Nelson rattrape à ce moment-là la flotte qui est au large d'Aboukir et la détruit complètement. Donc les Français sont coincés en Égypte. Donc ça c'est le piège égyptien. Napoléon est coincé en Égypte, donc ils vont refaire toute une remontée. Ça va être une campagne complètement incroyable. Là, alors lui, Murat, à ce moment-là, qui est évidemment dans l'état-major comme général de brigade de Napoléon, Murat est sous les ordres du général Dumas. C'est le père d'Alexandre Dumas, le père de l'écrivain qui va faire le Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, etc., etc. Donc son père, le général Dumas, commande à la fois et Davout et Murat en Égypte. Murat et Dumas s'entendent très très bien, ils sont très amis, ils sont tous les deux nés le même jour, c'est un hasard complet, ils sont tous les deux le même jour. C'est tous les deux des forces de la nature, des cavaliers, ils sont tous les deux très beaux. Et donc il y a vraiment une amitié forte entre Murat et Dumas. Murat et Davout s'aimaient déjà pas beaucoup, mais là ça commence à vraiment se tendre. Et Davout et Murat, la haine va arriver jusqu'en Russie, où Murat va tenter de provoquer en duel Davout. C'est heureusement le chef d'état-major de Murat qui va l'empêcher d'aller couper en morceaux Davout, parce qu'on a quand même besoin du maréchal Davout, et Murat a failli vraiment le tuer en duel. Murat est un duelliste, Murat est un querelleur, Murat est un garçon du Quercy, c'est un sang extrêmement chaud. Mais donc là on est en Égypte, il est avec Dumas. Ils se font toute une série de batailles, de conquêtes, la bataille des pyramides, vous connaissez l'incroyable série de victoires, parce qu'ils sont coincés en Égypte. Donc ils se disent on va remonter, on va passer par la route terrestre pour repartir. Là, ils arrivent, ils sont bloqués à Jaffa, c'est quasiment en Syrie, donc ils vont très très loin. Ils passent par l'actuelle Palestine, hein, ils passent par tous ces territoires-là. Ils vont être coincés à Saint-Jean d'Acre, et à ce moment-là, les Turcs réattaquent du côté d'Alexandrie. Donc là, ils cherchent à prendre tenaille Bonaparte. Il ne faut jamais chercher à prendre en tenaille Bonaparte. Là, Bonaparte refait partir son armée dans l'autre sens et repart à Aboukir, c'est-à-dire l'endroit même où sa flotte a été détruite. Et là, il va y avoir cette gigantesque bataille contre les soldats de Mustapha Pacha, qui sont les soldats les Égyptiens et les Ottomans sous joug musulman à l'époque, parce que vous savez que l'Égypte a été colonisée 400 ans avant l'arrivée de Bonaparte par une vague musulmane. Avant, elle n'était pas du tout musulmane, bien sûr. Et ils ont mis en esclavage une grande partie de la population, et notamment les Mamelouks. Donc quand Bonaparte arrive, il libère les esclaves. C'est pour ça que Bonaparte va avoir beaucoup de Mamelouks autour de lui, qui lui seront extrêmement fidèles. Parce que quand on libère un esclave, il a une petite tendance à avoir un sentiment de gratitude. Et là, en revanche, Murat, à ce moment-là, face à lui, à Aboukir, une armée de Mamelouks, qui sont de loin pas les plus mauvais de l'époque. Et donc on a 11 000 Français contre 18 000 Mamelouks. C'est le 25 juillet 1799. Et Napoléon, alors on ne sait pas si cette phrase est apocryphe ou pas, elle est probablement apocryphe, mais Napoléon Bonaparte à ce moment-là dit « Cette bataille va décider du sort du monde ». Alors oui, il a raison. Pourquoi ? Parce que grâce à cette victoire, Napoléon va pouvoir quitter l'Égypte. S'il n'avait pas quitté l'Égypte, il ne serait pas revenu en France. Et comme vous le savez, s'il n'était pas revenu en France... etc., avec des cibres. Et le général Murat, lui, à ce moment-là, va faire un miracle
sur cette bataille d'Aboukir. Il va pousser la cavalerie ottomane à la mer. Il va prendre une balle dans la tête. C'est-à-dire que le général ottoman, le chef ottoman Mustafa Pacha lui tire à bout portant une balle dans la figure. C'est à ce moment-là qu'il va avoir il se retourne, il coupe 3 doigts au Pacha, évidemment. Et c'est à ce moment-là que Murat va avoir le surnom de général bouffe la balle. Et il fait évidemment emprisonner Mustafa Pacha en le prévenant. Si vous réattaquez mes hommes dans ces conditions, et si vous attaquez à moi encore une fois comme ça, dans ces conditions, la prochaine partie que je couperai chez vous sera beaucoup moins noble que vos doigts. Et le sacré Murat. Alors Murat envoie une lettre à son père depuis Aboukir, où il écrit à son père « Vous saurez qu'un Turc, et les Turcs ne sont pas ordinairement très galants, m'a fait la gentillesse de me traverser la mâchoire d'un coup de pistolet. C'est vraiment un coup unique et extrêmement heureux, car la balle qui est entrée par un côté, à côté de l'oreille, est sortie directement de l'autre, n'a offensé ni mâchoire, ni langue, ni cassé aucune dent. On m'assure que je ne serai nullement défiguré. Ainsi, dites donc à ces belles, s'il en existe, que Murat, pour ne plus être aussi beau, n'en sera pas moins brave en amour. » Donc, on ne changera pas un Gascon. Et entre-temps, c'est un épisode qui va avoir des répercussions plus tard. Entre-temps, le général Dumas, sous les ordres duquel était Murat, a quitté l'Égypte. Il a quitté l'Égypte bien avant, parce qu'il s'est fâché avec Bonaparte. Mais au moment où il quitte l'Égypte, il est capturé par les Anglais et il est mis sur un ponton, le général Dumas. Un ponton, qu'est-ce que c'est? C'est une prison flottante. Vous savez, ce sont des bateaux, prisons. Et là, le général Dumas va connaître une captivité absolument atroce, d'une violence extrême, parce qu'il est mis dans un ponton dans le royaume des Deux Siciles, tenu par des Anglais, et autant le racisme dans les armées françaises est inexistant, on n'a aucun constat de situation de racisme avéré, documenté, etc. La preuve, le général Dumas, il y a tous à l'ouverture, enfin, il y a eu des régiments entiers de Français d'origine africaine, et ça n'a posé a priori aucun problème, et croyez-moi, il y a beaucoup d'historiens qui ont cherché à démontrer que les armées de l'Empire étaient racistes. Ils n'ont jamais réussi. En revanche, les armées anglaises l'étaient. Donc là, le général Dumas, lui, va souffrir atrocement sur ce ponton. On va y revenir, vous allez voir, c'est étonnant les hasards de l'histoire. Donc, Aboukir va permettre à Napoléon de quitter l'Égypte. Alors pourquoi est-ce qu'Aboukir permet à Napoléon de quitter l'Égypte? C'est parce que les Anglais se disent, bon, ce diable de Bonaparte, on n'arrivera jamais à récupérer l'Égypte tant que ce diable de Bonaparte est en Égypte. Il faut permettre l'exfiltration de Bonaparte. Donc ça fait un certain temps que Bonaparte et les Anglais ont un accord. Il y a une flotte anglaise qui est au large, ont un accord. Bonaparte envoie des fruits et des légumes aux marins anglais pour qu'ils ne meurent pas de tuberculose, et en échange, il reçoit les journaux venant du continent. Donc Bonaparte est parfaitement au courant de la situation en France. Il sait très bien que c'est le moment de revenir. Il sait très bien que c'est maintenant que ça se passe, qu'il faut aller prendre le pouvoir. Donc là, il va pouvoir négocier avec les Anglais en disant « Écoutez, moi, vous me laissez passer, et puis voilà, après, vous faites ce que vous voulez. » Et les Anglais le laissent passer. Donc les Anglais vont laisser passer Bonaparte, parce qu'ils se disent on ne peut pas garder Bonaparte en Égypte, tant qu'il sera en Égypte, on n'y arrivera pas. Ils avaient parfaitement raison, puisque une fois Bonaparte parti, ils vont récupérer l'Égypte un peu moins d'un an après, le pauvre Kléber va être trahi, ça va être atroce. Donc c'est ce qui permet à Bonaparte de quitter, c'est cette fameuse bataille d'Aboukir. Cette bataille d'Aboukir, là pour le coup, contrairement au 13 Vendémiaire, c'était impossible à gagner sans Murat. En l'absence de Murat, c'était pas une victoire. Donc là, Murat joue un rôle absolument majeur et magistral là-dedans. Le 13 Vendémiaire, il remonte sur Paris, donc vous le savez, il prépare un coup d'État. Enfin, c'est pas Napoléon Bonaparte qui prépare le coup d'État, c'est Sieyès. Il leur faut un sabre, parce que le Directoire est un régime qui est beaucoup trop corrompu, qui est en train de s'effondrer. Il faut le remplacer pour sauver la Révolution par un régime beaucoup plus stable. Donc on pense à un consulat, avec 3 consuls, et on a besoin d'un sabre. On a pensé à plusieurs généraux, on a pensé à Joubert, on a pensé à Moreau. Et c'est finalement sur Bonaparte que la décision va se prendre. C'est Bonaparte qui va faire le coup d'État. Il a Lucien avec lui. Lucien, c'est son frère. Lucien est le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui s'appelle le corps législatif à ce moment-là. Et il a évidemment Murat dans la poche, il n'y a aucun problème. Quand il part d'Égypte, il part avec un tout petit bateau. Il y a 7 personnes avec lui, dont Murat. Donc on est vraiment dans le cercle absolu d'intimité. Et ils vont préparer le coup d'État, tout va bien se passer. Ils vont réussir à faire démissionner 3 directeurs sur 5. Mais maintenant, il faut que tout ça soit validé par le Conseil des 500. Le Conseil des 500 va être réuni à Saint-Cloud. Normalement, il n'est pas réuni à Saint-Cloud. Et là, Napoléon Bonaparte va rentrer avec son sabre, ce qui est une faute, une maladresse majeure, va s'adresser à l'Assemblée en bégayant un petit peu. Il n'est pas très très bon à l'oral. Il est très bon à l'écrit, mais à l'oral, c'est pas son truc. Napoléon Bonaparte, ça l'a jamais vraiment été. Et il va complètement rater son exercice.
Et l'Assemblée va se retourner contre lui en disant « mais vous êtes un hors-la-loi, vous cherchez à faire tomber le régime, qu'est-ce que c'est que cet anti-républicain, il faut les mettre hors-la-loi tout de suite ». Hors-la-loi à l'époque, c'est pas 6 mois avec sursis. Hors-la-loi à l'époque, c'est décapitation directe, mais dans la seconde, sur le parvis. Donc là, il y a toute l'équipe de Bonaparte, dont Murat, dont Lucien, ça commence à tourner un tout petit peu chocolat là. Donc il faut peut-être réagir. Bonaparte se gratte les joues très fort, comme il revient d'Égypte, il a des maladies de peau. Les joues saignent abondamment. Lucien se tourne vers Murat, qui est avec ses grenadiers à l'extérieur du corps législatif. Murat se tourne vers les grenadiers et leur dit « on attaque, on attente à la vie de votre général ». Et hop, il rentre avec tous ses grenadiers dans le Conseil des 500 et il dit « citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde-là dehors ». Donc là, c'est le fameux portrait de là. Alors imaginez, à l'époque, vous vous rendez compte, ils avaient des beaux chapeaux, ils avaient des robes. Aujourd'hui, ils mettent même plus de cravate. Donc rendez-vous compte, si vous voyez sauter Ercilly à Soudet par la fenêtre, par exemple. Ça ferait de jolies, ou Sébastien Delogu, ça ferait de jolies images. Mais donc Murat va sauver le coup d'État du 18 Brumaire. Donc c'est là, il a un rôle qui est absolument magistral dans le fait de sauver le coup d'État du 18 Brumaire, ce qui va amener Murat à épouser la sœur de Napoléon. Napoléon, au départ, n'était pas absolument fana, parce que sa sœur, Caroline, n'arrête pas de lui demander « je veux épouser Murat, j'aime Murat, j'aime Murat, j'aime Murat ». Et Napoléon, lui, est un Corse qui a un système déjà en tête et qui veut que ses frères et sœurs épousent des gens qui rendent service à ce système politiquement. Donc il veut avoir des généraux qui ont un poids politique. Ils veulent qui épousent leur sœur. C'est pour ça que Pauline va épouser un général qui a un poids politique important. C'est pour ça qu'il va demander à Jérôme de divorcer de sa femme américaine pour épouser une princesse allemande. C'est pour ça qu'il va demander à Lucien de faire la même chose. Lucien va refuser et Lucien sera sorti de la famille. Donc Napoléon, son système, il plaisante pas du tout. Il sort Lucien de sa famille parce qu'il a refusé de divorcer de sa femme. Caroline, elle, refusera toujours d'épouser les personnes désignées par Napoléon Bonaparte. Elle va insister pour que ce soit Murat et Napoléon Bonaparte n'a pas besoin de s'attacher à la loyauté de Murat. Murat lui appartient corps et âme déjà. Murat, c'est son plus fidèle ami. Enfin, ils sont cul et chemise. Enfin, ils sont très, très, très amis. Il dit, ça ne sert à rien que tu l'épouses. Tu comprends, j'aime beaucoup Murat, je t'aime beaucoup, mais on a un système à mettre en place. Et c'est Joséphine qui va finir par le convaincre en disant, mais attends, des Murat, t'en as pas 360. L'homme, le garçon en question, t'as quand même sauvé ce coup d'État après t'avoir sauvé à 2 autres reprises. C'est tout de même un homme absolument formidable quand tu as besoin le coup qui change complètement la donne. Jusqu'ici, ça a toujours été Murat, et jusqu'ici, ça n'a été que Murat. Donc bon, ok, très bien. Il finit par accepter que Murat épouse Caroline. Donc là, Murat va épouser Caroline. C'est une des premières conséquences. Ensuite, il va être nommé à la tête de toute l'armée d'Italie, parce que vous savez que pendant que Napoléon était en Égypte, les Autrichiens en ont profité pour reprendre les possessions françaises en Italie. Donc Napoléon Bonaparte va repartir en Italie pour la bataille de Marengo. Ça va être une bataille magistrale, très largement grâce au général Dezay. Murat, lui, sera sabre d'honneur sur le champ de bataille à ce moment-là, à la bataille de Marengo. Néanmoins, Murat sera lieutenant général, c'est-à-dire commandant toute l'armée, et représentant le premier consul en Italie de 1800 à 1803. Donc c'est lui qui va faire toutes les autres batailles. Après la bataille de Marengo, c'est ensuite Murat qui est en charge du reste de la campagne d'Italie, de la seconde campagne d'Italie, qui va aboutir à la paix de Lunéville, qui va être signée le 9 février 1801. Il va ensuite signer un armistice avec le royaume de Naples un petit peu plus tard, Murat, et dans cet armistice, il va demander à mettre une clause dans les conditions de l'armistice, c'est-à-dire les Bourbons se rendent, une fois de plus, c'est quand même un siècle un peu compliqué pour les Bourbons, ce moment-là. Et là, Murat va exiger que dans le texte de l'armistice, il y ait comme un article qu'on rajoute où on libère le général Dumas. Donc il obtient la libération du général Dumas, parce que Murat n'a pas oublié son ami Dumas qui était dans les pontons. La petite histoire, donc Dumas va quitter la prison complètement handicapé. Donc il faut imaginer vraiment, c'est Teddy Riner, le général Dumas, c'est une masse. Et il est totalement handicapé. C'est-à-dire qu'il est tout le côté droit, c'est terminé, il est aveugle, il a perdu l'oreille, le bras, la jambe, il a un ulcère atroce. Les Anglais l'ont vraiment pas raté. Et Dumas va demander de toucher sa solde de général de division à taux plein auprès du premier consul, qui est maintenant Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte, il y a un trait de caractère chez Napoléon Bonaparte qui va coûter très cher à beaucoup d'options impériales, c'est qu'il est extraordinairement rancunier. Extraordinairement rancunier. Et en tous les cas, il est vraiment extraordinairement rancunier. Donc il va refuser. Donc c'est ce qui est quand même
pas très élégant, convenons-en, de la part du premier consul. Et donc c'est Murat qui, lui, a besoin de se... il est le beau-frère maintenant, puis c'est tout de même le boss, maintenant il est tout de même premier consul, Napoléon Bonaparte, donc il ne veut pas se fâcher avec Napoléon, évidemment, donc il va payer le complément de retraite au général Dumas jusqu'à la fin du général Dumas. Le général Dumas va mourir assez vite, il va mourir en 1806 d'un ulcère, et après la mort du général Dumas, Murat continuera à payer la totalité des frais et de tout ce dont avait besoin la veuve Dumas et ses enfants pour aller à l'école, pour vivre, sur ses propres fonds. Donc jusqu'en 1815, la famille Dumas est entièrement soutenue par le prince Murat. C'est la raison pour laquelle Dumas a toujours eu une passion pour Murat, et c'est la raison pour laquelle Dumas a écrit un bouquin sur Murat, qui s'appelle Les derniers jours du roi Murat. C'est un livre que vous pouvez trouver en librairie, et c'est maintenant, on le sait de façon certaine, Edmond Dantès, qui va être enfermé au château d'If, avant de devenir le comte de Monte Cristo, porte une lettre du grand maréchal pour Napoléon, et maintenant on le sait, grâce aux travaux de la Fondation Napoléon et du professeur Pierre Brandat, c'est une lettre du maréchal Murat à Napoléon. Ce qui ne choque personne, ce qui n'étonne personne, puisque de toute façon l'amitié était totale entre Dumas et... Alors, Murat, évidemment, va revenir, bien sûr le sacre, donc ce moment formidable du sacre. Donc Murat, c'est celui qui porte la... vous le voyez là, c'est lui qui porte la couronne. Il est tout à fait au centre du tableau. C'est un tableau de propagande. C'est une vraie commande de propagande. Vous savez que là, on met la reine mère au centre, alors qu'en fait, elle n'était pas là. La mère de Napoléon Bonaparte n'était pas présente. Laetitia n'était pas là. Et qui on met en dessous? On met Murat. Donc, à l'époque, comme tableau de propagande, donc à la demande de l'empereur, il veut qu'on mette en avant Murat. Donc on met en avant Murat parce qu'il a d'autres frères et sœurs. Il a d'autres frères. Et il veut que ce soit Murat qui soit mis en avant. Donc il met en avant Murat. Donc on peut en déduire que tout se passe bien entre les deux hommes à ce moment-là. Les honneurs vont pleuvoir sur Murat de façon discontinue. Il va évidemment être fait prince de la famille impériale, bien sûr. Il va être maréchal de France. Il va être grand-aigle de la Légion d'honneur et chef de la 12e cohorte de la Légion d'honneur. Maréchal d'Empire, grand-aigle, etc., etc. Donc vraiment, les honneurs pleuvent sur lui. Mais à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier dans les relations entre Napoléon et le reste de sa famille et le reste des gens. C'est que Napoléon va instituer une cour impériale. Et cette cour impériale va mettre beaucoup de distance entre son entourage et lui-même, puisque la cour impériale, ne serait-ce que la cour impériale, rassemble 2800 employés, juste la cour impériale. Voilà, maintenant, 2800 employés, après tout, combien d'employés municipaux à la ville de Paris? Pour Madame Hidalgo, 50 000. Je ne suis pas certain que le résultat soit le même. Hein. Donc il a 2800 employés dans sa cour, ce qui fait qu'il y a une vraie distance qui s'opère entre Napoléon et le reste de son entourage, parce qu'il insiste, il exige, c'est pas qu'il insiste, il est l'empereur, il exige, que l'étiquette impériale soit respectée scrupuleusement. On vous dit que l'âne le tutoie, machin, etc., etc. Il y a un moment où plus personne ne le tutoie. Et tout le monde s'adresse à lui à distance, en respectant les formes. On n'est plus du tout entre copains, c'est terminé. Maintenant, il y a une vraie distance, un vrai froid qui se met entre tout le monde. Et ça va créer évidemment une distance entre tout le monde. Des tensions au sein de l'entourage qui vont être de plus en plus importantes. Donc Murat, qui était déjà une pièce rapportée du clan, donc Murat qui était le meilleur ami, qui vous savez, cette espèce de gigantesque force de la nature, beau comme un dieu, qui se retrouve dans le lit de sa sœur, c'est plus la même chose. Quand votre meilleur ami est votre meilleur ami, c'est une chose. Quand il couche avec votre sœur, ça change la relation. Et là, il est prince impérial, et maintenant, on devient roi, on devient empereur, on commence à recréer un petit peu de la distance avec tout le monde. Tout ça crée une relation qui se brouille un peu en termes d'amitié. 1805, évidemment, Austerlitz. Donc là, Austerlitz, vous savez, le rôle de Murat est majeur, hein, puisqu'ils vont préparer, d'abord il va partir avec le général Bertrand en mission il est à la... Donc Napoléon est à Boulogne, vous savez, en 1804, il veut attaquer les Anglais en 1804, il met en place une gigantesque armada de marine pour attaquer l'Angleterre, le mauvais temps fait qu'il ne pourra jamais y arriver, et pendant ce temps-là, par le front de l'Est, arrivent les armées autrichiennes qui viennent le prendre à nouveau à revers, ce qu'il ne faut jamais faire avec Napoléon Bonaparte. Et on essaie de le prendre à revers. Napoléon Bonaparte fait un demi-tour magistral et va attaquer à toute vitesse jusqu'à les foudroyer à Austerlitz. Mais entre-temps, Napoléon est à Boulogne et Murat est le commandant de la région du Rhin, de Strasbourg et du Rhin. Donc, Napoléon lui donne une mission secrète avec le général Bertrand, tous les deux, anonymement,
vont infiltrer les lignes ennemies et vont passer dans ce qui est l'actuelle Allemagne, mais vont passer pour repérer le terrain, essayer de comprendre où on en est, vérifier avec les cartes si elles sont à jour, voir un petit peu les dénivelés, les talwegs, les montagnes, les collines, etc. Les routes, l'état des routes, l'état des ponts, l'état des villes, l'état des stocks, le positionnement des armées. Ils vont faire ce que fait le 13e RDP aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont faire tous les deux tout seuls, pendant 3 semaines, ils vont faire une infiltration complète pour flécher un petit peu le parcours, quel est l'état d'esprit de la population, et ils vont revenir avec un rapport qui va être très utile à l'empereur. Donc ça, c'est les premiers rôles de Murat là-dessus avec le général Bertrand. Le deuxième, ensuite, donc, hop, on s'embarque tous pour cette campagne qui doit arrêter l'empereur de Russie et l'empereur d'Autriche. Et là, la plupart des ponts ont sauté. Il reste un pont sur le Danube qu'il faut absolument pas rater. Il faut absolument pouvoir le passer sans qu'il soit écrasé, explosé, sinon on va perdre des semaines et c'est pas gagné. Et c'est le fameux pont de Spitz. Donc là, il y a cet épisode extraordinaire où vous avez Murat et Lannes qui sont très amis. Napoléon a trouvé une méthode de ne pas favoriser les amitiés entre ses maréchaux. Donc il a réussi à les monter les uns contre les autres assez habilement. Néanmoins, Murat et Lannes s'entendent bien, Murat et Bessières s'entendent bien. Après, il est ami avec personne d'autre. Et Napoléon a réussi à bien faire monter la haine des autres maréchaux et la jalousie des autres maréchaux vis-à-vis de Murat, en couvrant d'honneur Murat, prince de la famille impériale, et pas forcément eux, etc. Donc il y a un côté management toxique de la part de Napoléon Bonaparte, qui est un petit peu malheureux, mais qui va avoir des conséquences en plus dramatiques. Néanmoins, donc Murat et Lannes sont très amis. Il y a ce pont gigantesque, fabuleux, qu'il faut traverser, qu'il faut préserver. Donc Murat a une idée, propose à Lannes, écoute Jean, on va flâner sur ce pont, et on va aller annoncer au prince d'Obsberg, qui est de l'autre côté du pont avec sa division d'Autrichiens, que la guerre est finie, que l'armistice a été signé. À mon avis, il n'est pas au courant, il est au courant de rien du tout. Bien sûr, l'armistice n'est pas signé, c'est un coup de bluff gigantesque, on va l'avoir comme ça. Jean Lannes, qui est aussi tête brûlée que Murat, dit c'est génial ton idée, on fait ça tout de suite. Et hop, ils se retrouvent tous les deux à flâner sur le pont de Spitz. Donc le pont, c'est un grand pont, le pont est miné, entièrement miné. C'est-à-dire que vous avez des cordons détonnants avec des barils de poudre en dessous. Au bout du pont, il y a une bouche à feu, à mitraille. Autour de la bouche à feu, vous avez des soldats postés prêts à tirer, donc des snipers de l'époque. Et derrière tout ça, vous avez un régiment d'Autrichiens. Ça fait beaucoup de monde autour du pont. Jean Lannes et Joachim Murat se disent que la bonne idée, c'est de marcher tous les deux sur ce pont pour aller convaincre le chef du régiment en face que c'est bon, il peut s'en aller. Et bien, ça va marcher. C'est absolument incroyable, mais rendez-vous compte du culot, du courage qu'il a fallu à ces deux hommes, parce que là, il y en a un qui qui allumait une mèche, boum, il n'y avait plus de pont, il n'y avait plus de Lannes, plus de Murat. Sans Lannes et sans Murat, la victoire d'Austerlitz était impossible. Là, tous les spécialistes militaires vous le diront. Le général Baldi est parmi nous, si vous n'hésitez pas à lui poser la question. Vous enlevez Lannes et Murat, alors évidemment, Soult est essentiel dans le dispositif d'Austerlitz, mais vous enlevez Lannes et Murat, Austerlitz est une défaite. Donc là, ils pouvaient effectivement tuer Lannes et Murat d'un seul coup, et ils ne vont pas le faire. Ils vont se laisser complètement bluffer par Murat et Lannes. C'est un épisode absolument génial, qui est magnifique. Et après, ils vont enchaîner sur cette fabuleuse victoire d'Austerlitz. Alors là, Murat commande toute l'aile gauche avec Lannes et pendant la bataille d'Austerlitz. Tout ça va aboutir évidemment à la paix de Presbourg avec les Autrichiens. Murat va devenir grand-duc de Berg et de Clèves. Donc Napoléon et Murat, ça se passe bien, parce qu'il nomme quand même son beau-frère grand-duc de Berg et de Clèves. Et il va y avoir un petit épisode un peu étrange qui va vous donner un aperçu de la vision de Murat du système napoléonien. Vous voyez, Napoléon est en train de mettre en place un système avec une cour impériale qui est complètement calquée sur Charlemagne. Ok. Murat se retrouve, Murat est un soldat de l'an 2, c'est un homme c'est un révolutionnaire. Il va se retrouver grand-duc de Berg et de Clèves. Bon, ok, on est dans un truc qui est quand même pas hyper républicain, mais bon, d'accord. Et à ce moment-là, Eugène, que vous voyez là, qui est le fils de Joséphine et qui est le fils adoptif de Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte va demander à Eugène d'épouser la princesse de Bavière. Et là, Murat pense que c'est une erreur politique majeure. Et donc, Murat va envoyer cette lettre, ce courrier, à Napoléon. Il dit, voilà, la France, quand elle vous a élevé sur le trône, a cru trouver en vous un chef populaire, un chef plébéien, décoré d'un titre qui devait le placer au-dessus de tous les souverains de l'Europe. Mais elle n'a pas entendu renouveler la monarchie de Louis XIV, avec tous les abus et toutes les prétentions des vieilles cours. Cependant, vous vous entourez d'ancienne noblesse,
Vous en avez rempli les salons des Tuileries. Elle s'y croit rétablie dans ses droits. Elle s'y croit chez elle plus qu'elle ne vous croit chez vous. Elle y considère tous vos compagnons d'armes, et vous-même peut-être, comme des parvenus, des intrus, des usurpateurs. Ce sont exactement les termes qu'on utilisera contre Napoléon tout le temps. Aujourd'hui, vous prétendez vous allier par le mariage d'Eugène à la maison royale de Bavière, et vous allez seulement montrer à l'Europe combien vous mettez de prix à ce qui nous manque à tous, l'illustration de la naissance. Vous déclarez à la France et aux souverains que vous voulez être la continuation d'une ancienne dynastie. Cependant, si vous régnez, c'est parce que la France ne veut pas d'une dynastie ancienne, et quant aux souverains, votre dynastie, n'en doutez pas, leur paraîtra toujours nouvelle. Étrange relation qui se met en place à ce moment-là. Donc il y a un système que met en place Napoléon auquel vraiment Murat ne croit pas. Il n'y croit pas. Il pense que là, il va y avoir des erreurs. Mais bon, c'est Napoléon, Murat est totalement fasciné par Napoléon, il donne son avis, mais ouais, je suis content de donner son avis, c'est déjà pas mal. Alors, après, donc, Murat est fait grand-duc de Berg, comme je vous le disais, le Saint-Empire romain germanique va s'effondrer, Napoléon va mettre son frère Jérôme en Westphalie, donc il va mettre son système, va s'installer en Allemagne, et ça va beaucoup énerver les Prussiens qui vont déclencher la guerre, parce qu'ils n'aiment pas du tout être si près des Français, et surtout si près de Jérôme Bonaparte. Donc ils vont déclencher une guerre qui va amener évidemment la fameuse bataille d'Iéna, la bataille d'Iéna du 14 octobre 1806, qui est une bataille magistrale, évidemment, Murat charge de façon légendaire. Mais alors il va faire un truc absolument génial, Murat, c'est qu'il va faire la poursuite de Iéna. Donc du 16 octobre au 11 novembre, il va détruire la totalité de l'armée française avec sa seule cavalerie. Il a une cavalerie d'à peu près 10-12 000 hommes. L'armée prussienne, c'est 125 000. Avec 10-12 000 hommes en 3 semaines, il va éradiquer 100 000 personnes. Donc sur 125 000 hommes de l'armée prussienne, 100 000 sont mis hors combat. C'est complètement dingue. C'est un acte de guerre comme on en a rarement vu. Et il écrit d'ailleurs à Napoléon, Sire, le combat fini, faute de combattants. C'est un clin d'œil au Cid de Corneille, hein. C'est-à-dire que c'est une époque où tout le monde est très, très éduqué, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Le 7 février, on enchaîne sur la bataille d'Eylau. Donc là, la bataille d'Eylau, ça va être cette incroyable charge de Murat des 12 000 cavaliers contre les armées russes dans les collines enneigées et glacées de la région de Eylau, qui est l'actuel Kaliningrad. Donc là, ça n'a jamais été vu avant. Ce ne sera probablement plus jamais revu après, de toutes les façons, puisque je ne vois pas comment on va mettre une charge de 12 000 cavaliers encore en place aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Mais à l'époque, ça n'avait jamais été fait avant et ça ne sera jamais refait. Murat, cette charge de 12 000 cavaliers, il va la refaire encore à 3 reprises. Il va la refaire à Leipzig et il va la refaire, il me semble, à Hohenlinden. Donc c'est devenu une espèce d'habitude. Donc tout ça va permettre d'aboutir à la paix de Tilsit. Avec le tsar, enfin, donc on arrive à armer les coalisés. Alors, je voulais vous montrer donc on est en 1807 là. Je voulais vous montrer ce tableau-là. C'est un tableau qui va sortir en 1811, mais qui est commandé bien avant. Et donc vous voyez l'empereur entouré de ses neveux et nièces. Alors, tout ça, c'est les enfants Murat. Tous les enfants Murat sont là. Et sur ses genoux, très étrange, sur ses genoux, comme quoi avec Napoléon, c'est toujours pareil, c'est incompréhensible. Il y a des marques du destin tout le temps. Sur ses genoux, c'est le futur Napoléon III. Alors qu'il n'y avait aucune raison dynastiquement que ce soit lui l'héritier. À l'époque où ce tableau est peint, le futur Napoléon III est le 6e ou 7e dans la succession. Il n'est pas du tout le premier. Sur ses genoux, c'est le futur Napoléon III. Il n'y a que des signes comme ça avec Napoléon Ier. Alors, donc on est en 1807. Malheureusement, donc là, la paix semble à peu près acquise. Et alors, oui, bon, là, sur tous les tableaux, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un tableau de bataille, Murat. Donc, rappelez-vous, ce sont des tableaux de propagande. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'aucun de ces tableaux n'a été fait sans l'aval profond de Napoléon. Napoléon exige que Murat soit... de toute façon, il est de toutes les façons là, puisque c'est l'homme qui fait la victoire. Mais il aurait pu le mettre un petit peu autrement que... à des positions aussi centrales à chaque fois. Si vous voulez. Donc il y a vraiment un choix, une volonté de Napoléon de mettre Murat en avant. Donc la tension n'est pas encore à son comble entre Murat et Napoléon, ça se passe bien malgré le courrier. Alors, en revanche, là, la tension va changer. Parce qu'on arrive en 1808 et là, Napoléon va commettre sa première très grave erreur, la guerre d'Espagne.
Donc Napoléon, vous savez, l'Espagne est un allié de la France depuis 1795. Les Bourbons sont des gens... enfin, quand vous êtes homme d'État, vous êtes en général pragmatique. La monarchie qui est en place en Espagne, c'est une monarchie Bourbon. Donc celui qui a été décapité en France est évidemment un cousin très proche. Néanmoins, les Bourbons d'Espagne se disent « Ah oui, mais tant pis. Parce que nous, on a 1000 km de frontières avec les Français. Les Français, c'est 25 millions de personnes. Il n'est pas question qu'on entre en guerre avec l'équivalent de la Chine de l'époque. » Donc, les Bourbons sont des alliés de la France. Donc il n'y a aucune raison de s'énerver sur les Bourbons. Sur les Bourbons, ils ne posent aucun problème. En revanche, le Portugal pose un problème. Le Portugal sont des alliés de l'Angleterre. Le Portugal va rompre le fameux blocus contre les Anglais, vous savez, où Napoléon décide de casser le système commercial anglais en empêchant la vente des produits anglais sur le territoire européen sous contrôle napoléonien. Et là, le Portugal ne respecte pas ça. Donc Napoléon va envoyer son armée, enfin l'armée de Junot, pour aller tabasser le Portugal, et donc doit passer à travers l'Espagne et en profite pour mettre en place une armée très importante, 30 000 personnes, en Espagne, sous le commandement de Murat. Donc Murat va arriver en Espagne autour du mois de mars, et là, malheureusement, Napoléon a un projet pour lequel Murat n'est pas du tout au courant, c'est de remplacer les Bourbons d'Espagne par son frère Joseph. Ça va être très très grave erreur, et à aucun moment Murat n'est au courant de tout ça. Donc Murat va prendre ses fonctions, et il va écrire de nombreux courriers à Napoléon. Notamment, il va expliquer que la population est extrêmement énervée. Mais vraiment, ils sont chauffés à blanc. Il écrit « Je ne puis dissimuler à votre majesté toute ma douleur, je prévois que le sang peut couler, et l'Europe ne manquera pas de dire que la France l'a ordonné. Si votre majesté eût voulu ou pu m'accorder plus de confiance, un seul mot sur ces véritables projets eût suffi. » Donc ça, ce sont des choses que ne veut pas entendre Napoléon. Il va même écrire « Je vous le dis et je vous le répète, votre majesté peut disposer de l'Espagne comme elle le voudra, vous êtes adoré de la nation, les nobles vous admirent et vous craignent, mais ils préfèrent les Bourbons. » Donc le message est clair, surtout, remplacez pas les Bourbons. Donc Napoléon remplace les Bourbons par son frère Joseph, et là c'est le massacre. Donc là, il va y avoir une émeute terrible à Madrid. L'émeute en question, c'est le 2 et le 3 mai. C'est Murat qui est en charge des soldats à ce moment-là, donc il va y avoir à peu près 1500 morts, 1000 morts espagnols, 500 morts français. Et si Murat avait été averti un petit peu des menées de Napoléon, il aurait pu anticiper, il aurait pu mettre en place les choses pour réduire les risques, pour empêcher que ses propres soldats, parce que Murat, il a quand même 500 de ses soldats qui se font tuer, et qui se font tuer dans des conditions atroces. Vous savez qu'il y a des infirmiers espagnols qui tuent les soldats français dans les hôpitaux, à Madrid. C'est pas d'une grande... Alors évidemment, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là considéré comme une armée d'occupation. Au moment où Napoléon décide de remplacer les Bourbons par Joseph Bonaparte. Donc ça devient un acte de résistance, admettons, mais enfin c'est comme des blessés dans un lit, quoi. Donc l'image de tout ça laisse un goût très amer à Murat. En plus, Murat se dit, bon bah très bien, moi j'ai fait le travail. J'ai réduit l'émeute, il y a eu finalement assez peu de morts par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc c'est moi qui vais être nommé roi. Eh ben non, c'est Joseph. Donc là, il le prend encore plus mal, donc là, il s'en va. Il va soigner une dépression qui se transforme en jaunisse chez le maréchal Lannes. Et ensuite, et après plusieurs semaines chez le maréchal Lannes pour se mettre un petit peu de ses émotions en Espagne. Dans Murat, c'est du solide, hein, pour qu'il soit énervé, il faut quand même y aller. Ben là, il a été très très énervé. Et il va, après tout ça, il va récupérer son trône à Naples, puisque Joseph était roi de Naples, Napoléon met Joseph roi d'Espagne, et Murat roi de Naples. Donc Murat se retrouve à Naples. Mais il va se passer une chose tout à fait étonnante. Et c'est là que la tension entre Murat et Napoléon va vraiment s'aggraver. C'est qu'en décembre 1808, Talleyrand et Fouché sont à Paris. Napoléon est en Espagne. Et Talleyrand et Fouché se disent, si jamais Napoléon se fait tuer dans une embuscade, une semaine après, on est décapités tous les deux. Donc l'objectif est tout de même de rester vivant. J'ai dépassé l'horaire, normalement. La reconstitution de la bataille, c'est dans un quart d'heure, hein, c'est pas tout de suite, dans 17 minutes. Donc Talleyrand et Fouché se disent que si jamais Napoléon tombe, il tombe immédiatement dans la foulée. Donc il faut trouver quelqu'un, au cas où Napoléon tombe, pour tenir l'Empire. Il nous faut quelqu'un pour tenir l'Empire. Donc Talleyrand et Fouché se mettent d'accord, c'est Murat. Donc Fouché écrit une lettre et l'envoie à Murat qui est à Naples, qui n'est pas du tout au courant. Sire, tenez-vous prêt, l'empereur tombe dans une embuscade, c'est vous qui prenez la suite. C'est la poste impériale, donc la lettre n'arrivera pas à Murat, mais elle va arriver à Napoléon. Napoléon entre évidemment dans une rage folle. Il se dit, mais pourquoi Murat? Pourquoi pas un de mes frères? Il n'a rien contre Murat, mais il se dit, j'ai des frères.
Pourquoi ils pensent à Murat? Ma dynastie n'a pas marché, mon projet dynastique ne marche pas. Ils n'ont même pas pensé à un de mes frères. Donc la raison en étant simplement parce que Murat est le seul qui tient la totalité de l'armée. Hein. Les frères ne tiennent pas l'armée, aucun autre maréchal ne tient l'armée. Murat est membre de la famille impériale, donc forcément ça cumule beaucoup d'avantages pour être l'héritier de Napoléon, ne serait-ce même que temporairement. Et donc là, Napoléon, vraiment, ça va l'énerver. Il va répudier Joséphine et il va épouser Marie-Louise pour avoir un héritier, parce qu'il se rend bien compte que son système dynastique ne marche pas. Alors là, la relation entre Murat et Napoléon va devenir vraiment très très dure. Napoléon va pas réentrer, il envoyer des courriers très désagréables à Murat sur son royaume de Naples. Ils vont faire ensemble la campagne de Russie, ça va être un désastre. Murat va accompagner le retour de la campagne, c'était une erreur, il fallait la confier à Davout, il l'a confié à Murat, Murat fera ce qu'il peut, Davout aurait certainement fait mieux, mais c'est Murat qui se retrouve avec le piège mortel de la retraite mis en place par Napoléon. C'est Napoléon qui fait qu'il laisse une armée qui s'étend sur 100 km, c'est ingérable un truc pareil. Donc Murat le gère, bon, mais finalement, ni bien ni mal, il le gère. Davout a sans doute fait un meilleur travail. Murat revient et se dit maintenant je vais récupérer mon trône à Naples. Là, à nouveau, une guerre déclenchée par les Alliés qui vont finir par la fameuse bataille des nations où vous avez 300 000 soldats. Murat refait c'est la bataille de Leipzig. Murat refait sa charge héroïque, mais ça ne sert à rien, c'est une défaite. Tout l'entourage de Napoléon Bonaparte lui dit bon, sire, il faut absolument arrêter là parce qu'on va tout perdre. Donc il faut signer un armistice raisonnable, en revenir aux frontières de l'Hexagone et continuer l'Empire dans ces conditions. Napoléon ne veut pas en entendre parler, donc une partie déjà de son entourage l'a largement abandonné. Murat repart à Naples, n'arrête pas d'écrire à Napoléon en lui disant « Attention, les Autrichiens m'approchent, les Autrichiens m'approchent, les Autrichiens m'approchent, les Autrichiens m'approchent. » Je vais finir par leur dire oui, parce que vous ne m'écoutez pas. J'aimerais pouvoir faire l'unité italienne, j'aimerais pouvoir préserver mon royaume. Napoléon n'écoute pas, et donc en janvier 1814, Murat va signer un accord, une alliance avec les Autrichiens. Napoléon tombe 3 mois après, il va tomber en avril 1814, il va abdiquer en avril 1814, il va être envoyé à l'île d'Elbe. Donc là, c'est tout à fait d'actualité. Et sur l'île d'Elbe, on sait maintenant que Napoléon et Murat ont échangé des courriers. C'est grâce à Pierre Branda de la Fondation Napoléon, on sait maintenant que Murat a aidé Napoléon à débarquer à Golfe-Juan, Valoris, Golfe-Juan, avec l'aide de Murat. Là-dessus, Napoléon demande à Murat d'attaquer les Autrichiens. Murat attaque les Autrichiens, mais c'est une défaite. Et donc là, Murat va tout perdre. Murat se rapproche évidemment de Napoléon après sa défaite à Tolentino. Et étrangement, Napoléon lui dit non. Je veux pas entendre parler de Murat, il a perdu, tant pis pour lui. Napoléon est extraordinairement rancunier, je vous l'avais dit. Et donc là, il va refuser le retour de Murat dans les cadres de l'armée française, alors que Murat l'a aidé à fuir de l'île d'Elbe, que Murat l'a aidé à débarquer à Golfe-Juan, sur cette plage, que Murat a attaqué les Autrichiens sur ses ordres. Maintenant, on le sait de façon certaine. Hein. Donc Pierre Branda, l'historien, dit à Sainte-Hélène, Napoléon voulut surtout démontrer qu'il n'était pas responsable de l'action. Il réfléchit son beau-frère. En réalité, il lui avait bel et bien demandé une aide militaire directe. Donc Napoléon a menti Lascaz a menti dans le mémorial de Sainte-Hélène, et c'est ça qui va en fait ternir définitivement la relation entre Murat, dans la postérité entre Murat et Napoléon. C'est ce mémorial de Sainte-Hélène qui est très exagéré. On va faire porter sur Murat l'échec l'erreur de la campagne d'Espagne, l'échec de la campagne de Russie et les 100 jours. Évidemment, Murat n'est responsable d'absolument aucun de ces problèmes-là. Tous les historiens, dès 1820, étaient d'accord pour dire qu'on ne peut pas prendre le mémorial au sérieux. C'est un tissu d'ânerie quand on voit ce qu'on reproche à Murat. Il y a même une lettre de Napoléon à Murat reproduite dans le mémorial qui est un faux grossier, qui explique que Murat a déclenché la guerre d'Espagne, mais on sait de façon certaine que la lettre est fausse. Donc l'escroc dans l'histoire, c'est Lascaz. Ça n'est évidemment pas Napoléon Bonaparte. Lascaz est un escroc. Et il a d'ailleurs fait le tour de la famille impériale avec son manuscrit pour menacer la famille impériale en disant attention, l'empereur n'a pas dit que des jolies choses sur vous, il me devait de l'argent, donc en gros, donnez-moi de l'argent pour que j'écrive de belles choses sur vous. Il n'y a que Jérôme qui va payer, aucun autre frère ni sœur de l'empereur acceptera ce chantage lamentable de Lascaz. Mais néanmoins, le mémorial de Sainte-Hélène est un tel succès que, et puis c'est très bien écrit, c'est un très beau livre, hein,
honnêtement, c'est très beau, qu'on va en faire une espèce de source première, c'est un peu dommage. La réalité n'est absolument pas celle-là. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Napoléon ne veut pas de Murat pour faire son vol de l'Aigle depuis Golfe-Juan et jusqu'à Waterloo. Et alors imaginez s'il avait eu Murat à Waterloo, ça aurait été une victoire, c'est une certitude. Donc cet homme qui lui a permis de devenir le sabre de la République en Vendémiaire, qui lui a permis de quitter l'Égypte grâce à la bataille d'Aboukir, qui lui a permis de ne pas rater son 18 Brumaire grâce à son entrée fracassante, foutez-moi tout ce monde là-dehors, qui lui a permis tant de victoires qui auraient été impossibles sans Murat, Iéna, Eylau, Austerlitz, toutes ces victoires étaient impossibles sans Murat. Cet homme-là, traité vraiment très mal à la fin, c'est assez difficilement compréhensible de la part d'un homme aussi brillant que l'empereur, et c'est une erreur absolument colossale, puisque à Waterloo, Napoléon, c'est dans le mémorial de Sainte-Hélène, donc peut-on le prendre au sérieux? Je ne sais pas, mais regrette amèrement le fait que Murat n'ait pas été là. En tous les cas, nous, ce qui est certain, c'est que si Waterloo avait été une victoire, Napoléon réinstaurait un régime impérial accepté par les puissances européennes en place, et ça changeait absolument tout à la face du monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, le nationalisme allemand ne se serait pas développé comme il s'est développé après. Et jamais. C'est le Congrès de Vienne qui permet au nationalisme allemand de se développer. On n'aurait pas eu le nationalisme allemand. Vous vous rappelez des causes, des catastrophes du nationalisme allemand. Vous avez évidemment la guerre de 1870, la première et la seconde guerre mondiale. Et attention, les Allemands se réarment, à un moment où on se parle, donc il y a encore des risques sur le nationalisme allemand. On n'aurait pas eu ça. Donc en fait, ça aurait absolument tout changé. Quand on voit ce que Napoléon Bonaparte et son régime, on pense qu'on voudra de son régime. Mais l'héritage de son régime, cet héritage est absolument magistral quand on prend ne serait-ce que le Code civil, qui est une égalité de tous face à la loi, c'est une émancipation globale. Ça n'existait pas avant, l'égalité de chacun face au droit, qu'on soit un homme, une femme, un homosexuel, un hétérosexuel, un blanc, un noir, tout le monde est égaux face au droit. Et ça, c'est tout à fait nouveau, ça s'appelle le Code civil, le Code Napoléon qui devient le Code civil. Ça s'est répandu dans 70 pays dans le monde, ça s'est répandu à une échelle planétaire, c'est un héritage de Napoléon Bonaparte. Donc rendez-vous compte s'il avait eu plus de temps. Alors, la clé pour que l'Empire continue, c'était évidemment, me semble-t-il, la présence de Murat à Waterloo. Napoléon avait la clé dans la main, et au moment où il quitte Golfe-Juan pour faire son vol de l'Aigle, il laisse la clé sur la table. Quelle dramatique erreur! Ils vont tous les deux finir chacun de leur côté de façon un peu pathétique. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est une histoire d'une amitié qui, si elle avait fonctionné, aurait changé le monde.